Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 octobre. J'ai 30 octobre sur ma feuille et nous allons débattre de l'actualité, de ce qui fait l'actualité avec Géraldine Poirot-Gauvin. Bonjour, vous êtes secrétaire nationale de l'UMP en charge du renouvellement des méthodes politiques. Ça veut dire quoi? Oui, c'est changer les pratiques. Arrêter le parachutage, la fin du clientélisme, plus de femmes, la parité. Enfin, la parité, c'est un de mes beaux combats. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle. Et vous êtes élu du 15e arrondissement de Paris et conseillère régionale d'Île-de-France. Maurice Ulrich, éditorialiste à l'Humanité. Bonjour Maurice, la une de l'Humain aujourd'hui. Ras-le-bol fiscal, pas pour Sanofi, qui fait des profits, c'est ça? Ah non, c'est pas seulement ça. C'est le problème que Sanofi a mis en œuvre, comme un certain nombre de grands groupes, et notamment du CAC 40, des méthodes assez sophistiquées d'optimisation fiscale, qui font qu'au total, Sanofi ne paye que 8% d'impôts sur sa base financière, alors qu'une PME normale va payer entre 30 et jusqu'à pratiquement 30%. Les chiffres d'ailleurs sont connus, je dirais, des statisticiens en économie, mais là, dans le cas de Sanofi, on a décortiqué effectivement ce fait donc il faut taxer Sanofi, c'est ça? Il faudrait que Sanofi paye ses impôts normalement et que cesse ces méthodes d'optimisation fiscale qui sont quand même à la limite de la légalité. Je vais finir mon tour de table parce que vous êtes intéressé sur le sujet. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Rien à dire sur Paris Match. Si, les magnifiques photos de Bernard-Henri Lévy qu'on a montrées hier. J'ai plein de choses à dire et il y a plein de choses à lire. Il y a plein de choses à lire dans Paris Match. Vous faites une très bonne pub pour votre journal. Donc on revoit la magnifique photo. Qu'est-ce qu'il fait, Bernard? Il plonge dans la piscine. Voilà. Je pense que vous aimeriez bien en faire autant, Maurice. Voilà, mais moi, je plonge tous les matins dans ma piscine. Mais là, Paris Match ne me prend pas en photo. C'est dommage. Quel dommage. On va les appeler avec Virginie, vous feriez un joli duo. Et puis Denis Jambard, bonjour, journaliste et écrivain. Et ancienne Paris Match. D'accord. Qu'il a lui aussi adoré. On l'a pas entendu, BHL sur les otages d'ailleurs. Non, on l'a pas entendu, BHL sur les otages. Il doit être toujours dans la piscine. Allez, revue de presse. Il a ses bouchons d'oreille. Il a ses bouchons d'oreille. Le Parisien, foot, Hollande verrouille le jeu. Évidemment, François Hollande reçoit cet après-midi les présidents de clubs de foot qui protestent contre la taxe à 75%. Le Figaro, faillite et licenciement, l'automne meurtrier avec les plans sociaux qui se multiplient. On a entendu ce matin annoncer des licenciés chez Fagor Brandt, lancer vraisemblablement des licenciements. Et puis retour des otages, le soulagement et la polémique, c'est le sujet ce matin que vous retrouvez à la une de beaucoup de vos journaux. La joie du retour, La Croix a choisi de faire une une plutôt positive. Et puis l'éditorial de Dominique Quignot, aux otages connus et inconnus. Le Monde, c'est le Monde daté d'aujourd'hui, otages, les secrets d'une négociation avec le Monde, qui affirme que l'État, que le gouvernement a payé une rançon de entre 20 et 25 millions d'euros. Et c'est cette polémique qui est en train de monter. C'est à la une de Libération également. Otages, question pour une rançon. Donc, malgré les démentis des différents ministres, malgré les démentis même de Laurent Fabius hier au journal de 20h de TF1, la polémique continue sur le fait de savoir s'il y a eu ou non une rançon qui a été versée. Alors c'est vrai que c'est un débat récurrent à chaque fois qu'il y a des otages qui sont libérés. Cette fois-ci, c'est un peu différent dans la mesure où la France, par la voix de son président de la République, avait affirmé qu'il n'y aurait pas de paiement de rançon. Et ce matin, c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi diable ACMI aurait libéré des otages sans aucune contrepartie, Denis Jambard? Il avait même dit qu'il n'y aurait pas de négociation. Il avait adopté la position anglo-saxonne, qui est celle de la raison d'État. D'ailleurs, on ne discute pas avec des preneurs d'otages. Moi, je trouve que c'est une position qui est légitime de la part du président de la République. Après, une fois que vous avez dit ça, vous avez deux attitudes. Il y a des États qui ne négocient jamais et qui acceptent la mort de leurs otages parce qu'ils considèrent que ce sont des guerres et que ce sont des soldats, ces gens pris en otage et qui peuvent mourir. Ce sont donc les États-Unis, les Anglais, Israël, l'Algérie d'ailleurs. Et puis vous avez des pays qui affirment le refus de négocier et qui négocient derrière. L'Allemagne, l'Italie et la France. Moi, je ne porte pas de jugement moral là-dessus parce que c'est des vies qui sont en danger et l'humanité est tout à fait compréhensible. Et simplement, je suis un peu surpris par les propos du ministre des Affaires étrangères hier soir. C'est-à-dire que quand on reste... Le mensonge, là, doit être un mensonge d'État. Jusqu'au bout, il faut dire qu'on n'a pas payé.
Parce que si on avoue qu'on a payé ou si on laisse entendre qu'on a payé, eh ben, écoutez, on ouvre la porte à tous les preneurs d'otages et à la surenchère. Je vous propose qu'on réécoute Laurent Fabius parce qu'effectivement, hier, on peut percevoir une certaine ambiguïté. Il ne répond pas franchement à la question que lui pose Julien Arnaud. Écoutez. Pour ce qui dépend de l'État français, il n'y a pas d'argent versé. Donc pas d'argent public versé. Absolument. Mais peut-être de l'argent privé. Non, pas d'argent public versé. Alors, en même temps, on va parler de M. Issoufou, le président du Niger, dans un instant. Il est évident qu'il a des connexions, mais pour ce qui concerne le gouvernement, nous sommes responsables du gouvernement, pas d'argent. Voilà. Non, vous avez vu cette interview hier? Oui, alors là, je redécouvre le passage, mais effectivement, le discours est dévastateur. Parce qu'on nous explique qu'il ne faut pas payer de rançon, parce que sinon, c'est armer les terroristes, c'est mettre en danger les otages qui sont actuellement encore détenus. Donc, c'est ça qui compte aussi. C'est la voix de la France. Les terroristes écoutent aussi le ministre des Affaires étrangères de la France. Mais moi, ce qui m'a gêné ces derniers jours, c'est que François Hollande avait affiché la volonté de ne pas négocier et de ne pas payer de rançon en disant « je fais une rupture avec ce qui se passait avant ». Or, sous le quinquennat Nicolas Sarkozy, la ligne de conduite, c'était la fermeté face au terrorisme. Et Michel Alliot-Marie, qui était invité sur différents plateaux hier, elle a rappelé qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, c'était la ligne. Donc il n'y a pas eu de changement. La ligne a toujours été la fermeté vis-à-vis du terrorisme en France. Et effectivement, la communication dévastatrice du gouvernement, encore aujourd'hui... Pas du gouvernement, moi je dirais pas du gouvernement. Parce qu'écoutez, la position de Jean-Yves Le Drian, elle était claire et nette. Et c'est vrai qu'il y a une maladresse d'expression. Alors je l'ai souligné... de Laurent Fabius là-dessus. Mais franchement, ce n'est pas un sujet de polémique parce que, d'abord, Le Drian a rendu hommage, il a dit c'est une politique depuis 3 ans, donc il a renvoyé au passé et donc à la présidence de Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais je trouve franchement que là, l'opposition a tort de polémiquer sur ce type de sujet. Mais je polémique pas, je dis simplement qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de rupture dans la stratégie de l'État français vis-à-vis du terrorisme, c'est la fermeté qui prime. Et ça, c'est depuis toujours. Virginie Leguet. Je crois que la gauche et la droite, en tout cas ces dernières années, sont exactement sur la même ligne officielle. Et que là, il n'y a rien à dire. Après qu'il y ait non seulement des négociations, mais des accords, ce qui semble avoir été le cas en l'espèce, moi, j'y vois rien à redire. Il s'agit bien évidemment de rendre les gens à la vie, de les faire revenir, de les rendre à leur famille. Voilà. Après, la phrase de Laurent Fabius, moi, je dirais pas que c'est une maladresse. Il a trop d'expérience pour avoir ce genre de maladresse. Enfin, je ne sais pas. Qu'il ne répond pas à la question. Oui, justement. Il répond pas à la question et il botte en touche en disant c'est pas de l'argent public. Alors c'est quoi? C'est de l'argent privé, c'est des fonds secrets, comme le dit un certain nombre comme le disent un certain nombre de journaux. Franchement, j'en sais rien, mais moi, je polémiquerai pas là-dessus. J'ai rien à dire là-dessus. Oui, non. La question, c'est pourquoi Laurent Fabius fait-il cette réponse alors qu'effectivement, c'est quand même pas un perdreau de l'année. Un perdreau de l'année. Je pense qu'il l'a fait parce que quelque part, il doit bien se rendre compte que l'idée que AQMI aurait libéré les otages comme ça, par pure grandeur d'âme et par générosité, n'est pas très crédible. Et que donc les gens se disent que nécessairement, il s'est bien passé quelque chose dans la négociation et qu'il y a forcément eu une contrepartie. Or, quelle peut être la contrepartie, si ce n'est financière? Donc, il est conscient vraisemblablement de ça et il laisse entendre que peut-être d'autres... Enfin, il laisse entendre, oui, il laisse la porte ouverte à l'idée que d'autres ont payé. Mais cela dit, il tient quand même sur la position qui, à mon avis, est fondamentale et je ne vois pas comment elle pourrait être autre, que l'État n'a pas payé. Oui, enfin, il entrouvre la porte et je trouve que c'est pas très sain parce que soit la ligne officielle, c'est la ligne officielle. Oui. Mais sur l'État, il dit l'État n'a pas payé. Certes, j'ai bien compris. Il dit c'est pas de l'argent public, sous-entendu c'est autre chose. Mais alors, du coup, la ligne officielle n'est pas respectée parce que c'est pas une opération du Saint-Esprit. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il sait très bien ce qu'il dit, parce qu'il se rend compte que c'est pas crédible. Oui, mais c'est très dangereux parce que soit on s'en tient à une ligne et exactement comme le disait Dominique de Montvalon, on la maintient. Non, c'est pas Dominique de Montvalon, c'est Denis Jeanbart. Denis Jeanbart, on la maintient coûte que coûte. Dominique, il est de l'autre côté en général. On la maintient coûte que coûte et on n'en démord pas et c'est la raison d'État qui prévaut. Soit si on commence à laisser des ouvertures se faire de droite et de gauche, mais je suis pas d'accord. Le débat va s'enflammer pendant des jours et des jours. Non, mais parce que s'il dit ça, il dit ce n'est pas de l'argent public, c'est donc de l'argent éventuellement privé. Donc ça peut être les entreprises qui employaient les... Ce qu'elles ont fait dans le passé. Les 4 otages. Ça peut être, j'en sais rien, une souscription X.
X. Mais L'argent ce de n'est pas Nicolas l'État. Sarkozy. Et or, en l'occurrence, le problème pour les otages, c'est la question que fait l'État. Mais ce qui importe, c'est la position de Mais c'est l'État. assez hypocrite comme position, non? C'est assez hypocrite comme position de dire on a dit qu'on ne payait pas, nous on n'a pas payé, c'est les autres qui ont payé. Mais c'est la parole présidentielle pour le coup qui s'abîme. On ne payait pas, ça n'engage que l'État. Quand l'État dit on ne paye pas, le problème, c'est que les otages, ils ont une valeur à partir du moment où on paye, que ce soit l'État ou l'entreprise. Ils ont une valeur aux yeux des terroristes. Et c'est ce message qui est dévastateur. C'est pour ça qu'il fallait. Elles ont été menées par l'État, elles n'ont pas été menées par les entreprises. C'est vrai que ça porte une contradiction qui est d'autant plus forte dans le cas d'espèce, c'est que nous sommes, nous, en guerre au Mali, que nous combattons AQMI. Et que, évidemment, il est absolument impossible de dire, d'avouer, et même difficile de concevoir, qu'on donne de l'argent à nos propres adversaires, aux propres gens qu'on combat. Donc c'est vrai que c'est une situation très difficile. Et sincèrement, c'est pour ça que c'est difficile de juger négativement le chef de l'État et le gouvernement. C'est des situations intenables. Et donc, il faut accepter quand même la duplicité ou le mensonge d'État dans ces affaires. Mais pourquoi Après, à nous de faire notre travail de journaliste et de raconter ce qui se passe. Mais en même temps, vous le disiez au début, il y a des pays qui refusent. Alors effectivement, c'est monstrueux, ce sont des vies humaines, mais il y a des pays qui disent nous ne payerons pas et qui ne paient pas. Alors et d'ailleurs, il faut bien pas, constater, notamment les Anglais, qui sont extrêmement fermes là-dessus, eh bien, ils ont moins de lâcheté. Après, c'est une question d'efficacité, mais bon, soyons prudents. Donc la com est très importante. Il y a une chose qui est tordue dans cette affaire, c'est que l'État, à mon avis, ne peut pas avoir d'autre position que celle-là de dire on ne paye pas. Bon. L'opinion publique, elle, restera persuadée que sans doute on a payé. Donc effectivement, on est dans cet entre-deux. Mais alors moi, ce qui m'amuse, c'est l'édito du Figaro d'aujourd'hui qui dit est-ce qu'on a payé ? La presse le dit, l'État dément. Et le Figaro dit, la presse le dit. Donc le Figaro, qui est lui-même la presse, se retranche derrière la presse pour dire que c'est la presse qui le dit. Je dis ça parce que c'est tellement amusant du point de vue intellectuel que c'est quand même... c'est tordu, quoi. Et donc on est justement dans cet entre-deux où la presse le dit. Bah, la presse le dit, oui, mais enfin... ça fait pas de mal de se payer un peu le Figaro, hein, ça fait du bien. Puisque vous citez le Figaro, il y a un très bon papier de Renaud Girard qui dit AQMI, il y a une vingtaine d'années, c'était des islamistes en sandalettes dans le désert. Et aujourd'hui, c'est devenu une armée extrêmement puissante grâce à l'argent des rançons. Ils ont de quoi se payer des grâce à l'argent des rançons. Donc c'est d'une certaine manière une victoire d'AQMI aussi. Cette libération est une victoire aussi, puisque quand on libère, ça veut dire qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Mais des rançons, mais sans doute aussi du réseau Al-Qaïda qui s'est recomposé, qui s'est en effet reconcentré sur le Sahara. Donc, ce n'est pas exclusivement, à mon avis, des rançons. Une victoire pour AQMI, non, moi je dirais. Vous n'iriez pas jusque-là ? Non. Mais c'est un rapport de force forcément en défaveur des pays. Non, ça veut dire qu'ils ne sont pas si forts que ça. Ça veut dire que. C'est quand même mieux que, je veux dire... Mais peut-être que sans l'opération Serval, peut-être qu'ils n'auraient pas négocié. C'est peut-être aussi de leur part un aveu de faiblesse. Néanmoins, dans la dernière opération, je trouve qu'il y a quelque chose de très symbolique. Ça s'appelle Hydre. Et l'hydre, c'est un monstre mythologique dont vous coupez la tête et elle repousse. Donc, ça définit assez bien AQMI aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ça. Un dernier mot sur cette rançon. Cette rançon, il faut, je pense, arrêter de communiquer là-dessus. Je pense qu'il faut maintenant se réjouir du retour des otages et penser à tous ceux qui sont encore prisonniers. Et là aussi, il y a une polémique. Vous avez vu la fille d'un des otages qui dit « Moi, mon père n'appartient pas à une grande société, donc il n'est pas libéré. » Autre polémique ce matin, ce sont les propos de Marine Le Pen. C'était sur Europe 1. Écoutez. On avait l'impression d'avoir des images d'hommes qui étaient... très réservé, c'est le moins qu'on puisse dire. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez étonnante. L'habillement était étrange. Enfin, voilà. Ils reviennent de 3 ans de détention quand même. Bien sûr, monsieur. Mais cet otage avec le chèche sur le visage, tout ça, voilà, je pense que ça mérite peut-être quelques explications de leur part parce que c'est vrai que ça a laissé, je crois, une impression étrange aux Français. Voilà, alors avant que vous réagissiez, peut-être vous montrer ce qu'avait dit Laurent Fabius hier. Il a devancé en quelque sorte ses critiques, peut-être suite à la photo, aux images qu'on a pu voir quand ils sont arrivés à Niamey. Écoutez ce qu'il a dit hier au journal de 20h à propos de leur apparence. Ça a pu surprendre certains, le fait qu'ils avaient un foulard. Bon. Parce que j'en ai discuté dans l'avion, notamment avec M. Ferré.
Il dit, je suis pas encore prêt. Il faut que, si vous voulez, c'est comme quand on est dans une bulle, il faut sortir de sa bulle. On ne passe pas comme ça immédiatement du fait d'avoir été à l'extérieur du monde pendant 3 ans et tout d'un coup dans une conversation de salon. C'est pas possible. Voilà. Maurice, j'ai pratiquement pas envie de commenter les propos que je trouve ignobles de Madame Le Pen. Voilà cette femme politique totalement irresponsable qui instille dans l'esprit de tous ceux qui l'entendent un doute. Est-ce que ces gens-là n'auraient pas été convertis à l'islamisme? C'est proprement scandaleux. Ça ne repose sur rien, si ce n'est sur le fait qu'après 3 ans de détention, ils se sont pas rasés et qu'ils portent un foulard. Mais je dirais c'est scandaleux. Voilà. Et ça, c'est bien dans la méthode de Madame Le Pen que de procéder, la méthode de Madame Le Pen, et depuis longtemps du Front National, de procéder par instillation, par image subliminale, comme ça, on glisse. Ah, ils sont bizarres, ils ont un drôle d'aspect. Ah bah oui, alors sans doute que, ça y est, ce sont maintenant des islamistes. C'est intolérable et c'est ignoble. Voilà. Si c'était l'éditorial de l'Humanité, je le signerais. Merci, voilà. Mais bon, pour essayer de sortir de l'éditorial et être simplement dans l'analyse, eh bien, on a l'exemple même de la stratégie de Marine Le Pen. Elle laisse le débat s'installer et elle trouve l'angle un peu à côté et elle met le verre dans le fruit, comme toujours. Oui, parce qu'il Thomas Soto, lui a posé la question. Vous êtes en train de dire qu'ils ont été islamisés. Elle dit, je ne dirais pas cela. Je ne serai pas dans mon rôle, sauf que le verre est dans le fruit. Voilà, non seulement elle ne le dit pas, mais elle n'a aucun fondement pour le dire. Donc, effectivement, elle procède par insinuation. Mais est-ce qu'elle se rend compte simplement de ce que c'est d'avoir été là-bas 3 ans dans des conditions dont visiblement elle n'a aucune idée, mais qui étaient certainement des conditions extrêmement dures, en plein soleil, traînée d'un endroit à l'autre, forcément obligée de se couvrir? En même temps, le fait que Laurent Fabius ait anticipé hier au journal de 20h, ça veut dire que cette question a quand même été soulevée par des gens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, peut-être qu'on pouvait se poser la question, c'était bien de prévenir et de dire que ces personnes avaient été quand même 3 ans captivées pendant 3 ans. Donc, ils n'ont peut-être pas trouvé une boutique de prêt-à-porter avant de prendre l'avion. Mais en tout cas, ce que fait Madame Le Pen, c'est montrer le vrai visage du Front National. Elle a sans doute trop regardé la série Homeland et elle se laisse influencer. Mais voilà, je pense que le vrai visage du Front National, on le voit ce matin. Très bien, merci. On se retrouve tout de suite après le rappel des titres. La suite de Choisissez votre camp. Nous revenons sur la polémique lancée ce matin par Marine Le Pen sur Europe 1 à propos de l'apparence des otages. Elle se dit gênée par la barbe, le chèche, leur mutisme. Je pense que pour aller un petit peu plus loin, je crois qu'effectivement, les gens peuvent s'interroger parce qu'on a toujours cette histoire du syndrome de Stockholm où on se dit finalement, les gens qui sont otages pendant longtemps, ils finissent par adhérer un petit peu à la cause. Bon, ça, mais là, pour le moment, c'est du ragot. Et ça n'a aucun sens. Mais en revanche, on peut s'interroger aussi sur les conditions de vie dans le désert, etc., qui font qu'on va effectivement s'habiller un peu comme les gens qui y vivent, etc. Se protéger du vent, du soleil, de la chaleur. Mais en tout état de cause, je trouve absolument incroyable qu'une responsable politique, encore une fois, qui porte une parole publique alors que 4 de nos compatriotes viennent d'être libérés après 3 ans de détention, que la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est d'instiller un doute pour voir si, au fond, ils n'auraient pas trahi. Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle dit. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'elle a entendu. Virginie nous disait que son chauffeur de taxi ce matin lui avait fait la réflexion. Mais je ne dis pas le contraire de ce que vous dites. Entre l'expression d'un citoyen qui peut être un ressenti... Non, mais c'est l'exploitation de ça qu'elle fait. Et l'expression d'un responsable d'un parti politique qui ne pense qu'à récupérer un événement de cette nature à son profit, là, il y a vraiment quelque chose d'indigne. Que quelqu'un dans la rue se dise, tiens, ils ont des barbes, tiens, Simon, ça, c'est vraiment une chose que chacun peut ressentir. Mais ça n'a rien à voir avec la responsabilité qu'on prend quand on est un responsable politique et qu'on doit mesurer chaque terme de son propos. Essayons de nous interroger nous-mêmes quand on voit des images d'otages qui viennent d'être libérés. Moi, je me souviens, et je connais Florence Aubenas comme un certain nombre d'entre vous, je me souviens quand Florence a été libérée, je me suis dit, c'est incroyable, elle est en pleine forme. Elle est souriante, elle est en forme. Même Ingrid Betancourt. Oh là là. Non, mais alors, il faut arrêter, quoi. Comment elle s'appelle? Ingrid Betancourt. Il y avait eu cette polémique, mais finalement, elle est pas si maigre.
sûr, elle est jolie, elle est en forme, elle est féminine, elle va bien, etc. Était-elle vraiment détenue? Voilà. Faut arrêter. Rappelons-nous des questions de l'époque, c'est vrai. Je voulais juste dire que ce que vient de faire Marine Le Pen montre une fois de plus qu'on accuse souvent l'UMP de droitiser, d'alliance, de courir après le Front National. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec ce parti. Non, mais je tiens à le dire, et c'est important pour ma génération de le dire, parce que ce procès qu'on voit partout, dans tous les éditoriaux, on en a assez à l'UMP. Regardez ce tweet, quitte à rester dans le délire. Alors, je ne sais pas si on peut le remettre. C'est effectivement le délire Homeland. Faisons rapidement des électrochocs à Marine Le Pen. D'ailleurs, son père maîtrise la chose. Non, voilà. Enfin, moi, je voudrais rajouter une petite chose. Je comprends très bien que des élus de votre génération ne veuillent rien avoir à faire avec le Front National, mais vous devriez surveiller certaines déclarations qui sèment une ambiguïté incroyable dans l'esprit des gens. Je me prendrais en exemple que celle de François Fillon, qui dit entre un candidat socialiste et un candidat du Front National, soyez le moins sectaire. Je veux dire, franchement, j'ai jamais compris cette phrase de sa part, et elle est en contradiction avec son parcours. Il est dans votre on va pas refaire le débat. On n'est pas responsable de tout ce que disent les responsables de notre famille politique. En l'occurrence, moi, j'ai soutenu Jean-François Copé à la présidence de l'UMP, et c'est pas pour rien. Encore une fois, si on l'avait pas su, on aurait compris. Pour comprendre ce que dit Marine Le Pen, c'est effectivement, elle sent qu'elle va s'attirer des électeurs. C'est encore une fois très électoraliste comme démarche. Et ce qui est très frappant d'ailleurs, depuis le mois de septembre, vous savez, elle ne se surexpose pas médiatiquement. Elle est toujours en contre et toujours à côté. C'est extrêmement habile, elle sent les choses. Mais effectivement, elle n'est pas dans le rôle d'une personnalité politique. Normalement, un élu est là pour dépasser les opinions. Dépassionner, mais aussi dépasser. Et s'élever au-dessus de la pensée commune. En fait, c'est quand même une façon... C'est quand même une façon de jouer sur des affects. C'est terrible. C'est pas un programme politique. Ce n'est rien de politique au sens fort du terme, c'est-à-dire de la gestion de la cité, d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait ensemble, sur un programme. C'est instiller, insinuer et jouer sur les affects. C'est extrêmement pervers d'ailleurs la façon dont c'est très pervers, bien sûr. Elle a quand même gagné la partie parce que vous voyez, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Allez, ça suffit, on n'en parle plus. Parlons du foot, donc les dirigeants de foot qui seront reçus aujourd'hui à l'Élysée par François Hollande. Là aussi, polémique sur... Déjà, il y a eu une petite polémique sur est-ce que c'est bien au président de la République de recevoir les dirigeants du football français? Moi, je pense que c'est pas à lui de le faire. Ça relève du Premier ministre ou de la ministre des Sports, des Sports, mais absolument pas du chef de l'État, même si, c'est la vérité, il est passionné par le foot, comme l'était d'ailleurs son prédécesseur. Mais enfin, ça ne justifie pas de venir... alors, peut-être que c'est le moyen où il pense que ça va lui permettre de réaffirmer son autorité et de dire, sur ce sujet-là, je ne lâche pas et je maintiens les 75% qui personnellement ne me choquent pas, je dois dire, ni pour les ni pour les joueurs de foot, ni pour les chefs d'entreprise qui gagnent plus d'1 million d'euros. C'est un effort limité pendant 2 ans et on sait bien que la France a besoin aujourd'hui de faire un effort. Oui, moi, je suis bien évidemment d'accord là-dessus, parce que je trouve, je vais peut-être m'attirer la hargne des amateurs de foot, mais enfin, je trouve quand même assez invraisemblable qu'on puisse payer des gens des millions d'euros pour courir après un ballon. Bon, je dis ça en rigolant. Sur l'histoire de François Hollande qui les reçoit, c'est vrai que c'est un peu étonnant, et apparemment, les dirigeants du foot ne voulaient pas discuter avec Valérie Fourneron. Et moi, je me demande pourquoi. Parce que Valérie Fourneron, pour ce que j'en sais, ce que j'en vois, est sans doute une des femmes du gouvernement qui a, même si ça ne se voit pas, le plus de détermination dans ce qui est fait et qui a véritablement, qui a véritablement un engagement, je crois, sur les questions sportives. Comme vous le savez, elle était médecin du sport, donc elle vient pas de n'importe où et c'est ce qu'elle dit. Je dis pas qu'elle a une barge de... Je vous rappelle Madame Buffet. qui était une excellente ministre. Mais pourquoi pas C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, me semble-t-il, a des convictions en matière sportive. Ça ne veut pas dire qu'elle peut faire grand-chose. Et donc, en l'occurrence, dans cette affaire, bien évidemment qu'il faut que cette taxe soit maintenue, de même que pour les entreprises. D'ailleurs, elle le sera maintenue, c'est ce qui est dit depuis ce matin. Mais je crains actuellement que, vu la situation dans laquelle François Hollande s'est mise, je ne suis pas absolument persuadé qu'il tienne bon comme il peut. Il n'a pas le choix. Contrairement à ce que vous dites, Maurice, je crois qu'il n'a absolument pas le choix. Et ça ne coûte pas très cher, si on peut dire, parce que... En plus, il est soutenu par une majorité de Français, il ne va pas reculer. Il n'a pas le choix, c'est pour cette raison que c'est lui qui reçoit. Moi, je pense aussi, je suis d'accord avec Denis Jambard, c'est pour montrer son autorité. Mais bon, nous, on a combattu à l'UMP cette taxe à 75%, pas pour les clubs de foot, mais en général, parce que c'était une question d'emploi qui était en jeu. Donc, à partir du moment où des emplois sont en jeu, on est quand même très vigilant dans le contexte de matraquage fiscal.
Ça, il faut quand même le rappeler. Mais ce qui est aussi un problème, c'est la rétroactivité. Et la rétroactivité est vécue comme une injustice. Et il y a un manque de confiance. Il y a un manque de confiance dans les pouvoirs publics. Il faut arrêter avec cette rétroactivité parce que personne ne peut faire des projets, aucune entreprise, aucun ménage. Quand on a vu la même chose sur l'épargne des Français, la rétroactivité est mal vécue et il faut retrouver la confiance dans l'impôt. Les Français, vous savez, s'ils considèrent que les impôts servent à payer des services publics, à développer les services publics en France, ils sont pas gênés de payer des impôts. Mais c'est quand il y a une injustice, un sentiment d'injustice, et quand il y a une rétroactivité aussi, non, mais c'est vrai qui tue la confiance. Non, mais c'est vrai que la rétroactivité, elle ne peut pas être à géométrie variable. Ça doit être un principe de droit. Ça a été établi quand même dans le Code civil, je crois que c'est l'article 2, en 1803. Bon, fameux jurisconsulte Portalis, c'est inscrit dans le Code civil. Donc, après, il y a eu des aménagements au nom de l'intérêt général du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est l'intérêt général qui ait une rétroactivité sur ces 75% ou sur les PEL et PEA? Moi, je ne le crois pas. Et il serait temps qu'on revienne sur une ligne claire en matière de droit. Virginie n'a pas parlé. Non seulement ce n'est pas l'intérêt général, mais c'est tellement mal ressenti par l'opinion publique que c'est un principe qu'il faudrait probablement abandonner. Je voudrais revenir une seconde sur la parole du droit français. Il existe. C'est le Conseil constitutionnel qui a provoqué cette dérive. Qui avait vous voulez dire le principe de non-rétroactivité. C'est exactement ce que je dis. Il faut en revenir au principe. Mais c'est exactement ce que je dis. La non-rétroactivité est un fondement essentiel du droit. Depuis le Code civil. Non, mais même avant Thomas Hobbes, le philosophe anglais du XVIIe, dans son Léviathan, établit clairement comme principe de droit que la non-rétroactivité, parce que quelqu'un ne peut pas être tenu pour coupable de quelque chose, alors que la loi n'avait pas édicté les conditions d'une culpabilité. C'est une évidence. Sur la parole du président, c'est pas au pénal. Alors je sais pas ce qu'il en est de la rétroactivité ou pas au plan technique dans ces deux affaires. Sur le plan fiscal, sur le plan du principe. La rétroactivité. C'est ce sur quoi vont se battre aujourd'hui les présidents de clubs de foot. Je crois qu'ils ne croient plus du tout au fait qu'il n'y ait plus cette taxe, mais la rétroactivité, ça va être leur combat. Moi, je voudrais simplement dire un mot sur la parole présidentielle. Je suis très frappée d'ailleurs qu'il s'avance sur cette question. D'autres membres du gouvernement ne cessent de répéter depuis quelques heures que cette taxe sera appliquée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire d'autre que peut-être confirmer qu'elle sera appliquée? Et je ne vois pas en quoi il va restaurer une autorité. Je ne le vois pas. Je pense qu'au contraire, il devrait moins parler, préserver les sujets sur lesquels il s'exprime et éviter de parler de l'affaire Leonarda ou des clubs de foot. On est vraiment dans l'accessoire. On va parvenir, mais c'est un principe qui se dilue. Nicolas Sarkozy de vouloir allumer, elle éteindre tous les feux partout où il s'allumait, même les feux de brindilles. Et finalement, François Hollande se met à faire la même chose. Exactement. 67% des Français estiment que c'est aux joueurs de payer, sauf que c'est pas la loi. La loi taxe les entreprises et non pas les clubs qui vont payer. Ce sont les clubs qui vont payer, effectivement. Donc eux disent que les clubs vont être en gros anéantis. C'est leur survie ils ont qu'à retaxer leurs joueurs. Ben voilà, ils ont qu'à ou alors ils ont qu'à moins les payer. Voilà. Mais dans ces cas-là, ils vont partir. Comme vous savez, on est désormais dans un marché ouvert. Moi, je suis pour cette taxation, mais écoutez, néanmoins, quand vous voyez que le PSG, avec tout l'argent qu'il a, mais le PSG se plaint pas ce matin. On a entendu Laurent Blanc. Si je me trompe pas, il a failli être battu par Saint-Etienne il y a quelques jours. Bon, à Saint-Etienne, ils ont quoi? Ils ont des moyens 50 fois inférieurs. C'est sur les résultats. Vous voulez qu'on paye les joueurs sur les résultats maintenant? Voilà, on va les payer. C'est vrai que l'argent qu'on met dans le transfert des joueurs ne garantit pas des résultats toujours épatants. Ça, c'est vrai. Allez, autre polémique aujourd'hui, c'est l'appel, le manifeste des 343 salauds. C'est le magazine d'Elisabeth Lévy, Causeur, qui sort la semaine prochaine. Je crois qu'elle aurait préféré que ça sorte un petit peu plus tard. Contre les lois anti-prostitution pour la liberté. Soit, il y a deux choses. Il y a le bien fondé de cette loi. Et puis, il y a donc ce manifeste des 343 salauds, en référence au manifeste des 343 salopes en 1971. Ces femmes qui plaidaient pour le droit à l'avortement, pour le droit à disposer de leur corps et qui reconnaissaient avoir avorté. Beaucoup de réactions extrêmement violentes, de gens choqués. Est-ce que vous êtes choqués par ce parallèle entre les femmes et ces salauds qui veulent aller aux putes? Oui, je suis choquée parce que les femmes défendaient le droit de disposer de leur propre corps, alors que ces hommes défendent le droit de disposer du corps des autres, et en l'occurrence des femmes. Donc c'est un machisme latent qui est encore révélé. C'est de la provocation
contre une proposition de loi qui vaut ce qu'elle vaut. Mais je suis choquée. Je pense que c'est révélateur de ce qui existe dans notre pays, des relations entre les hommes et les femmes et du machisme ambiant qui existe. Est-ce que vous savez que vous reprenez mot à mot la réaction de Najat Vallaud-Belkacem à la sortie du Conseil des ministres? Ça doit être générationnel alors. Non, mais c'est c'est pas générationnel parce qu'au fond, c'est le bon sens. Là, c'est le bon sens, oui. Nous sommes vraisemblablement très opposés politiquement, mais je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, en l'occurrence, ce sont vraiment des salauds, mais pas dans le sens où ils. Sartrien du terme. pas dans le sens où ils font justement cette référence dont vous avez parlé, qui est assez complètement scandaleuse, quoi. Voilà, vouloir détourner. Et alors, moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, ce qui me met en colère pratiquement, c'est que ces gens-là, les Éric Zemmour, même Becbédé et d'autres, ils font ça au nom de ce qui serait de l'insolence. Voilà. C'est de la provocation contre le politiquement correct et donc ce serait des esprits libres. Mais c'est faux. On n'est pas du côté de l'insolence quand on est du côté du machisme, du sexisme, etc. Au contraire, on est du côté de la beaufrie. Ce sont des salauds et des beaufs. Il y a Nicolas Bedos qui regrette, qui dit que... En fait, lui, il est plus gêné par la cohabitation avec certains noms du type, certainement, Éric Zemmour, mais il dit abolir la prostitution, c'est aussi con que de vouloir abolir la pluie. Alors c'est un autre débat. Ça n'a rien à voir avec cet appel, oui. Ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est ce que j'ai dit. Effectivement, la politique. Depuis passer un petit coup de téléphone. Par exemple, moi je suis totalement abolitionniste, c'est-à-dire je voudrais que la prostitution cesse parce que je suis contre absolument la prostitution d'une manière radicale. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au plan légal, c'est quand même très difficile parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'on met en place des mesures, je dirais, un peu répressive. Du coup, on contraint les prostituées à davantage de clandestinité, à aller vers les périphéries des villes, les clients également, et du coup à mettre leur santé en péril parce qu'elles sont moins suivies par les associations et à les soumettre encore plus aux groupes mafieux qui les contrôlent. Et donc, effectivement, il y a un problème de comment on fait. Mais ça n'a rien à voir avec cette position de... Ce qui est insupportable dans cette déclaration, c'est que ça laisse entendre, au fond, que la prostitution, c'est un métier consenti, agréable, moyen pour les femmes de faire de l'argent, alors qu'on sait que dans 90 voire plus de cas, 90% c'est de l'esclavage. Bien sûr, voilà. 90%. Et c'est des mineurs, et c'est des femmes qui viennent de pays étrangers, qui sont là, qui ne connaissent pas un mot de français, qui n'ont aucun moyen de se défendre. En cela, la démarche est scandaleuse. Mais elle est aussi très calculée quand on voit tous les signataires. C'est-à-dire, eux, ils veulent en effet se singulariser, et deux, ce qu'ils veulent, c'est se victimiser. C'est-à-dire qu'on puisse les dénoncer et après dire, voilà, nous, on parle librement et on n'a plus le droit de... Mais si vous voulez, ils essaient de nous entraîner dans une mécanique, ils sont d'une perversité. Franchement, c'est un débat qui pue. Quand on voit les signataires, ce sont des bobos de gauche, des bobos de droite, qui ne savent rien de la réalité de ce travail. Il y avait un tweet ce matin qui disait, certains d'entre eux n'ont pas vu de femme de près depuis très longtemps d'ailleurs. Donc ça, on n'ira pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le touche pas à ma pute qui a choqué. SOS Racisme a réagi, mais c'est vrai que le touche pas à ma pute a quelque chose... Pareil, alors Elisabeth Lévy se justifie en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a plus le droit de rire, on n'a plus le droit... C'est pas la préoccupation majeure des Français. Voilà, et ça entretient ils ont d'autres soucis en tête. C'est ce que je voulais dire. Franchement, ça n'a rien de drôle. Leur fausse... Donc on est piégé. Leur fausse insolence. Leur fausse liberté de penser. Il n'y a personne pour défendre... Éric Zemmour, qui est coutumier du fait... il intitule son billet dans le Figaro Insolence. Mais l'insolence de Zemmour, c'est quoi? C'est au fond l'insolence de ceux qui sont du côté du manche, ou c'est l'insolence du petit salopard dans la cour de l'école qui va filer un coup de pied au gars qui est déjà par terre. C'est ça, cette insolence. Ce n'est pas de l'insolence, au contraire. Bon, la loi va être discutée dans un mois à peu près. Je vous conseille la lecture de Cosette, plus féminine du cerveau que du capiton, c'est le slogan du journal, et 55 raisons de résister à la prostitution. C'est assez drôle. Là, pour le coup, c'est de l'humour, hein, si parfois certaines citations peuvent vous choquer, mais c'est à lire. Et c'est plus subtil. Et puis de causeur à Cosette. Voilà, de causeur à Cosette. Franchement, ça n'a pas de commune mesure. Non, causeur à Cosette, voyez la une, je ne sais pas si on l'a vu. C'est extrêmement drôle, intelligent. C'est bien, c'est très bien fait. Et puis le papier d'Annette... Il y a des rares journaux qui progressent. D'Annette Lévy-Villard dans Libération également, qui a été signatrice, je crois, de la pétition
je ne sais pas si je ne confonds pas, mais en tout cas un papier qui est assez drôle et qui se termine par aller au bois faire des pipes aux camionneurs. Vous verrez ce que ça fait à l'adresse des 343 salauds. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Elisabeth Lévy. Autre sujet, alors il y a peut-être la courbe de la cote de confiance de François Hollande dans le Figaro Magazine qui est assez saisissante. Je crois qu'on va la voir. Cette courbe qui se croise et qui descend, quoi. Hein. C'est confiance, pas confiance. Denis Jambard, ça vous a interpellé, hein? Oui, parce que d'abord, quand on la voit, cette courbe, la tendance paraît irrémédiable. Enfin, ça va être très difficile de l'inverser. Ensuite, quand on le regarde en détail sur le pourcentage de gens qui sont mécontents, les très mécontents, maintenant, on a franchi le cap des 50%. Et ça, c'est exceptionnel. C'est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est arrivé à Jacques Chirac, mais en extrême fin de mandat. Oui. Tandis que là, on est vraiment encore on vient de boucler les 18 premiers mois. Donc, c'est une situation difficile. Alors, je pense qu'un président de la République ne doit pas s'émouvoir de ça, parce qu'on ne vit pas avec des sondages. Oui. Que la situation est très difficile à gérer. Alors après, on est pour, on est contre la politique qui est menée, c'est autre chose. Mais néanmoins, ça traduit quand même un désaveu dans l'opinion qui doit amener à réfléchir à ce que le chef de l'État et le gouvernement doivent faire d'ici les municipales et après les municipales. Il faut redonner un cap à cette majorité. Enfin, oui, pourquoi en donnerait-il un maintenant alors qu'il n'y en avait pas? Si vous voulez, parce qu'on dit il va dissoudre, non, il ne va pas dissoudre, ça serait absurde. Alors remaniement, s'il dissout, il a perdu la tête. Remaniement, ça ne servira à rien. Vous connaissez les médias mieux que moi. 3 jours après, on n'en parle plus. Donc, la seule solution qu'il a aujourd'hui, ça serait éventuellement de dire à Jean-Marc Ayrault, qui est aussi très atteint, d'aller poser la question de confiance à sa majorité pour essayer de ressouder tout le monde. Et avec un discours de politique générale recentré sur 3-4 objectifs très clairs et très lisibles, et pas de multiplication de réformes autour de ça. Vous avez publié un éditorial hier qui allait dans ce sens. Oui, non, mais c'est mon éditorial de ce matin. Moi, j'ai envie de me citer moi-même. Allez-y, Maurice. Non, mais je pense que ça n'est pas arrivé souvent de faire cause commune comme ça avec l'humanité. Je crois qu'on est vraiment dans une situation de crise et que les éditorialistes de droite qui disent qu'il y a une paralysie du gouvernement n'ont pas entièrement tort. Pourquoi ? Parce que on est dans ce que j'ai appelé, justement dans cet édito, excusez-moi, le théorème de l'impuissance. C'est-à-dire que plus le gouvernement se coupe et s'est coupé de la base des gens qui l'ont élu, c'est-à-dire de l'électorat de gauche, en ne faisant pas une politique qui réponde à leurs attentes, et plus la droite et le MEDEF sont arrogants et en demande. Et que donc, du coup, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que d'un côté, s'il fait quelque chose s'il veut revenir un petit peu avec un petit cap à gauche, boum, il a une levée de bouclier, des pigeons, etc., etc. Et s'il fait le contraire, bien évidemment, il se coupe encore plus. Donc, effectivement, il est dans une forme de nasse. Et du coup, nous sommes dans une crise politique, à mon avis, profonde. Oui, enfin, Maurice, j'adore que vous citiez vous-même et j'adore vos théories, mais la nasse politique, quand on est dans la nasse, qui est effectivement le cas, il y a toujours moyen d'en sortir. Je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez. Il y a toujours moyen. Oui, si je peux juste terminer ma phrase, vous n'êtes pas du tout coupé. J'ai écouté très attentivement vos théories, mais quand vous dites il fera une chose, il aura des mécontents, il en fera une autre, il en aura, mais enfin... bien sûr, mais c'est ça la politique, c'est choisir, c'est affronter, et c'est surtout dire, maintenant on va là, et on va pas là, on sait pourquoi, mais on va là. Enfin, si ça n'a pas été fait, c'est ça qui n'a pas été fait. Si ça n'a pas été fait, pourquoi Alors, je voudrais que Géraldine puisse répondre. Très vite. Moi, je pense qu'effectivement, il devrait remettre le cap fermement à gauche, mais ça, il ne veut pas le faire. Voilà. Il va être obligé de le faire. Je l'espère. Les Français ont le sentiment. Les Français ont le sentiment d'avoir été trompés. Parce qu'on leur a dit qu'ils allaient voter pour Robin des Bois, qu'elle allait taxer les riches, etc. Et on se retrouve avec le shérif de Nottingham qui fait les poches de tous les Français, puisque aujourd'hui on a... Non, mais c'est l'image. Non, mais c'est l'image que on devait avoir Robin. Robin des Bois. On avait vraiment le sentiment de Robin des Bois. Donc il n'y a pas de cap, amateurisme, reculade, qui montre que voilà, il n'a aucune vision de ce qu'il faut faire. Et donc une inquiétude quand même, parce que quand on a la tête de l'État, quelqu'un qui change d'avis tous les jours,
qui est incapable de coordonner la communication de son gouvernement, qu'un ministre contredit un autre tout le temps, il y a un moment où voilà, on n'est plus crédible. Donc c'est mérité et malheureusement pour notre pays. Une fois qu'on a dit ça, une fois que vous avez fait une fois qu'on a dit ça, ça c'est un constat politique, mais c'est pas la question. Et puis moi, la question de la popularité je voudrais quand même. Je vous explique pourquoi il est impopulaire. Je voudrais aussi vous rappeler quelque chose. Vous dites les Français ont voté, se sont trompés, mais les Français ils ont voté contre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy aurait. Enfin, Nicolas Sarkozy, c'est votre famille politique. Oui. C'est lui-même qui a provoqué l'élection de François Hollande. Mais ils n'ont pas voté pour François Hollande. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ils ont voté contre Sarkozy. Ils ont voté contre Nicolas Sarkozy et pas pour François Hollande. Mais une fois qu'on a dit ça, effectivement, comment inverser cette courbe pour le coup et revenir? Il est aussi confronté à une vraie difficulté politique avec sa majorité, avec son propre camp. Je pense que François Hollande a un cap dans la tête et on le sait depuis 30 ans. Il faut relire des papiers qu'il a écrits au milieu des années 80. C'est un social-démocrate. Mais il n'a pas une majorité. C'est clair. Si vous lisez tout ce qu'il a dit, c'est clair. Je l'ai publié, j'ai été son éditeur, c'est clair. Il faut que ça sorte. Mais après, on a fait une campagne électorale et qui ne prononce pas des excès dans une campagne électorale? C'est son cap. La réalité, c'est qu'il n'a pas une majorité pour défendre ce cap. D'où ces louvoiements, cette partie de Bonneto qui nous joue en permanence et qui fait qu'il est illisible. Mais il est illisible pour nous, pour les Français, mais lui, moi, je pense qu'il sait où il va. Mais comment peut-il devenir lisible? En changeant de majorité. Il n'a pas de majorité. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas voulu cette majorité. C'est-à-dire en parlant au peuple de gauche d'une politique qui a été comprise comme une politique de gauche, il n'a pas dit qu'il ferait une politique non pas social-démocrate, mais social-libérale. Quand vous lisez sa campagne électorale, elle était plutôt social-démocrate. Mais nous, les médias, on n'a retenu que les grandes mesures de gauche comme ça. Et puis on ne peut pas non, mais vous avez raison. Non, vous avez raison. C'est son gouvernement qui peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Voilà. Allez, c'est terminé. Tout de suite, le journal sur LCI.